C'est 23. Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bonjour tout le monde, bienvenue à une tasse de tech, un nouvel épisode qui nous rapproche chaque fois un peu plus du temps des fêtes qui s'en vient et de la saison froide. Alain McKenna ici avec Pascal Forget. Salut Pascal! Bonjour Alain, comment vas-tu? Je vais très bien, merci toi-même. Oh yes, ça va super bien. Est-ce qu'on commence d'emblée en saluant nos partenaires pour cette saison? Moi, j'aime ça. Saluons, ben J'aime oui. ça, saluer ceux qui nous rendent possible. Moi, j'envoie ma main à tout le monde dans la rue tout le temps. Je suis à l'aise avec les salutations. GoDaddy.ca, Microsoft, TELUS. Si vous aimez le café, vous allez aimer la Jura E8 entièrement automatique, une machine à café qui transforme du café en grain ou moulu en boisson de votre choix avec du lait ou non. Avec un seul bouton, vous faites toute votre boisson, un seul bouton. Le nettoyage est facile avec des enzymes pour le lait. Il y a une chute pour le café moulu à l'arrière pour son petit déca de l'après-midi. Visitez la salle de montre Edica sur Saint-Laurent, c'est assez fantastique. Et un message de TELUS, il y a Kudo, leur filiale, qui lance un forfait. Choisissez votre extra. C'est une nouvelle gamme de forfaits personnalisables. Ça permet aux clients d'ajouter une fonction gratuite de leur choix. Donc, vous choisissez, mesdames et messieurs, ça peut être la vitesse plus, la messagerie internationale illimitée, des données reportées et deux autres options offertes à partir de 45 par mois chez Kudo. On salue également Microsoft qui n'a rien de spécial à nous annoncer cette semaine, mais quand même, un peu en lien avec eux, on a notre invité plus tard qui vient d'un organisme qui s'appelle Empower Canada. On va parler d'équité numérique. On parle tout le temps de l'importance d'enseigner à nos jeunes les sciences, les technologies, ces choses-là. Et il y a quand même un plateau de jeu qui est inégal selon d'où on vient dans la vie. Et Microsoft et CIBC sont associés à cet organisme Empower Canada pour justement niveler les chances, pour que tout le monde ait les mêmes chances en partant d'accéder à cet univers numérique dans lequel, évidemment, bien des gens travaillent, un peu dont nous, d'une certaine façon, on peut le dire comme ça. J'allais te présenter mon gadget pour titiller un peu notre auditoire. Qu'est-ce que tu as en main, toi, cette semaine, Pascal? Moi, j'ai littéralement en main une souris ergonomique et c'est très drôle parce qu'elle se tient comme si on tenait la main à la souris. Ah oui! Donc, au lieu d'être à plat, normalement, quand on utilise une souris, on couvre la souris de sa main. Celle-ci, c'est comme donner une poignée de main. Très particulier, j'avais envie de l'essayer. Je l'utilise en ce moment et c'est assez surprenant. On pourra comparer. J'ai un gros machin, je ne sais pas comment on appelle ça. C'est le trackball. Les grosses boules. La boule. Je ne sais pas comment dire ça, mais effectivement, j'aime beaucoup ces souris au format... Je pourrais vous raconter une histoire parce que j'ai étudié là-dedans sur d'où vient la souris. La question d'interface homme-machine, on en parlera en troisième segment. Moi, j'ai des écouteurs, en fait, parce que c'est la grosse affaire, les écouteurs Bluetooth. Et là, on rentre dans le temps des fêtes et les gens vont s'acheter ça à Noël. J'ai testé les Momentum 4 de Sennheiser, qui est la nouvelle version des écouteurs. Sennheiser, c'est une des bonnes marques de casque Bluetooth. Puis parce qu'il y a eu des nouveautés plus logicielles qu'autre chose du côté d'Apple, j'ai aussi les AirPods Max qui sont hors de prix, n'est-ce pas, mais qui quand même sont intriguants, point de vue... Moi, je veux dire, ils parlent beaucoup de l'audio spatial, entre autres, depuis quelques mois chez Apple. Puis je me suis dit, on va essayer, puis on va voir. J'ai été surpris de ce casque-là, on en parlera plus tard, mais on a ici deux marques qui sont aux antipodes, une marque de techno puis une marque d'audio, donc on comparera ça plus tard. Ouais. Mais avant toute chose, parlons de l'actualité. Ouais. L'actualité de la semaine qui est présentée par l'infolette quotidienne InfoBref, toute l'actualité de la journée sans flafel dans votre boîte de courriel 2 fois par jour. Infobref.com, allez vous abonner, c'est gratuit, c'est très informatif. Et ça nous tient au courant de ce qui se passe dans le monde, ce qui n'est pas rien non plus. Parlant de choses qui se passent dans le monde, j'ai écrit un truc là-dessus cette semaine plus large parce qu'il y a aussi, il y a évidemment le ressac se fait ressentir jusqu'à Montréal, n'est-ce pas? Mais il y a des mises à pied chez Meta qui ont été confirmées cette semaine. C'est gros comme nouvelle quand même. 11 000 emplois supprimés chez Meta, 13 de son personnel. Mark Zuckerberg, dans une lettre, prend la responsabilité, fait preuve de compassion. Donc, il y a des gens de communication sur Twitter qui disaient c'est un sans faute au niveau des communications, de mise à pied dans une entreprise.
Ça ne veut pas dire que c'est le fun pour les gens, ça ne veut pas dire que c'est le fun pour les actionnaires. Le tout métavers, la stratégie que Mark Zuckerberg a déployée avec son nouveau casque Meta Pro ne semble pas séduire. Le titre est en baisse de 71% depuis le début de l'année. Mais encore une fois, c'est assez surprenant. Les employés aux États-Unis reçoivent 16 semaines de salaire de base, plus 2 semaines par année d'ancienneté, une couverture d'assurance maladie pendant 6 mois. Aux États-Unis, ils n'ont pas d'assurance maladie comme chez nous. Écoute, on blâme les mauvaises prédictions faites à la COVID. C'est la première énorme restructuration pour l'entreprise. Mais ça, je trouve ça très drôle parce que la COVID a fait que tout le monde s'est mis à travailler à la maison, puis on s'imaginait que ça allait continuer comme ça avec la même courbe. Et je me dis, il y a des gestionnaires là-dedans qui sont pas bons. Il y a quelqu'un qui a mal prévu que tout ce qui monte, à un moment donné, va peut-être redescendre, s'ajuster. Ouais. Puis ça fait suite évidemment aux 7500 pertes d'emplois chez Twitter. Et Elon qui a congédié 50% du personnel par des messages, pas des tweets, mais par un petit message dans ton inbox. Dans ton inbox sur ça, t'es plus là. Alors, on va reparler d'Elon Musk et ses délires, mais toi, tu veux nous parler d'un autre sujet. Alors, juste pour se calmer un peu entre les deux. Un drôle de sujet, en fait, un sujet un peu morbide qui a vraiment, je veux dire, défrayé la manchette des internets, comme on dit en bon français cette semaine. Ça nous vient de Palmer Luckey, le gars qui a fondé Oculus, la compagnie qui fait les casques de réalité virtuelle, qui est maintenant propriété de Meta. Et tu parlais de Meta et du Quest Pro, donc c'est le prolongement de cette entreprise-là. Donc, Palmer Luckey, qui a empoché des milliards quand ça s'est arrivé, devait se sentir en manque un peu de visibilité, a lancé cette semaine les détails d'un casque qu'il rêve de voir devenir réalité. En fait, un casque qui a la particularité de donner la mort aux joueurs s'ils meurent dans un jeu vidéo. Je dirais que c'est une des pires façons de faire le lien entre le monde virtuel et le monde réel, mais c'est ce que M. Luckey propose dans ce casque-là. En fait, l'idée derrière le casque, avant de parler de la fiche technique qui est assez particulière, c'est inspiré d'un jeu, d'une série animée japonaise qui s'appelle Sword Art Online, SAO. L'histoire de cette série-là japonaise, ça se passe En fait, ça arrive le 6 novembre 2022 dans l'histoire, donc d'où la raison pourquoi on a appris ça cette semaine, cette nouvelle-là. Le 6 novembre, c'était évidemment cette semaine. Donc, dans SAO, ce sont 10 000 joueurs dans un environnement de réalité virtuelle qui sont emprisonnés, donc ils ne peuvent pas sortir de cet environnement-là. Et ils doivent se battre et un seul survivra et sortira vainqueur et reviendra dans la vraie vie normalement, sans rien. Les 9,999 autres vont mourir pour vrai. Et c'est un clin d'œil donc à cette série-là qu'a voulu faire Palmer Luckey. Pour arriver à ça, il a pris un casque. Et quand on voit les images, ça ressemble beaucoup au casque Quest Pro, en fait, ce qui est un peu ironique. Mais il y a 3 petits ajouts à l'avant du casque qui sont 3 charges explosives intégrées au casque et qui sont évidemment détonnées quand le casque lui-même détecte que le joueur a perdu dans le jeu vidéo dans lequel il se trouve. C'est assez morbide, ça a fait réagir dans toutes les directions. Il faut évidemment comprendre que ça veut pas... L'idée, c'est pas de commercialiser ça, c'est juste de réfléchir sur le rôle des technologies et l'immersion de ces technologies-là. Mais j'en parlais avec des gens cette semaine, puis je disais, tu sais, les jeux vidéo sont souvent accusés d'avoir un effet d'amplificateur sur la violence ambiante dans le monde, puis bon, c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai, il y a beaucoup d'études là-dessus, mais je pense qu'il ne fallait pas en rajouter une couche avec un casque comme ça. C'est dégueulasse. Mais vous verrez les images, c'est assez spécial comme technologie. Moi, j'aurais préféré un casque qui intègre, je sais pas moi, un odorama ou quelque chose qui qui ajoute une dimension. Tu sais, je veux dire, brouiller la piste entre le réel et le virtuel, je suis tout pour ça, mais positivement, et ça ne l'était pas, mais quand même, ça fait jaser. Vous pouvez aller voir sur le blog de Palmer Luckey, il y a tous les détails. Ça se trouve facilement sur Internet. Vous avez juste à googler la chose, vous allez le trouver. C'est quelque chose quand même. Tu veux revenir sur Twitter, Pascal? Ben oui, je veux revenir sur là-dessus. Pour le casque, j'ai même pas regardé la nouvelle. J'ai juste vu le titre. J'ai fait Ah non, c'est dégueulasse. Je suis content que tu m'en. Mais c'est comme. Ben, on pensait même que c'était peut-être une fausse nouvelle, mais non. Voilà. C'est une vraie de vraie nouvelle, juste que le casque, évidemment, n'est pas en commercialisé ou rien. Donc ça c'est la bonne nouvelle. Et c'est ça, donc c'est plus une fabulation. C'est comme à ce moment-là, moi, je pourrais inventer, je sais pas moi, un casque de réalité virtuelle avec une hache dedans qui tue la personne. Ouais, ben dans la mesure où ce gars-là est quand même il a la capacité de le faire. Il y a une certaine notoriété là-dedans. Voilà, donc c'est un peu un délire. Et parlant de délire, le règne de Elon Musk sur Twitter est de plus en plus terrifiant. Sérieusement, j'essaie de suivre. Ça fait depuis avril que mars
mars que l'offre On d'achat. en parle depuis le mois d'avril, oui. Le mois d'avril, merci. La saga est interminable. Et là, c'est chaque jour, chaque heure que ça change. Hier, on s'est mis à voir apparaître des comptes authentiques, des comptes vérifiés, des comptes officiels, excuse-moi, des comptes officiels qui sont apparus sur certains comptes. Donc, CBC avait sa mention official et pas Radio-Canada. Il y a plein de choses comme ça, des personnalités politiques qui avaient le compte officiel, des personnalités politiques qui ne l'avaient pas. Ça a été déployé. Dans d'une heure, ça a commencé à être désactivé. C'est Elon Musk dans un tweet qui a dit « Non, j'ai arrêté ça ». Donc, les comptes officiels, une petite balise grise qui est disparue, qui est apparue. Moi, hier, lors du dernier épisode, j'ai mentionné que mon petit badge bleu était disparu sur mon compte Twitter. Ben oui. Elon Musk veut arrêter de faire vérifier les comptes. Il veut que les gens paient pour avoir une vérification, ce qui est un peu étrange. Il semble que, premièrement, je m'excuse, je me suis trompé. Je n'avais pas vu que quand je clique sur la page d'accueil de mon compte, j'ai toujours mon badge bleu et je viens de vérifier, m'assurer que c'est toujours le cas. Il semble que ceux qui avaient une badge bleue selon le compte avaient été vérifiés avec l'ancienne méthode où il fallait envoyer une pièce d'identité et prouver qu'on était bien la bonne personne. Il semble que ça va rester. Ça va être un compte Legacy. Ah, OK, ben c'est ça, j'ai vu ça hier. Donc, ça veut dire qu'on va conserver notre certification si on l'a déjà. Oui, mais là, attention, ça pourrait changer selon les humeurs si quelque chose change sérieusement, parce qu'on dit, entre autres, Elon Musk a dit cette semaine qu'un compte qui imite quelqu'un va être supprimé définitivement si la mention parodie n'est pas indiquée. Alors, je me suis permis sur ma page d'accueil, et je ne blague pas, j'ai écrit sur mon compte Twitter, je ne suis pas un imitateur d'Elon Musk. Je l'ai écrit sur ma page d'accueil. Ne prenons pas de chance. Je ne voulais pas prendre de chance, je voulais être ici. Donc, c'est le genre de compte que si quelqu'un imite qu'une humoriste avait indiqué Elon Musk en changeant son nom, évidemment, c'était son adresse et tout. Il n'y avait pas de confusion possible pour n'importe qui avait un peu de jugement, mais Elon Musk a bloqué ce compte-là, ainsi de suite. Et donc, le truc, c'est que la badge bleue qui devait indiquer des comptes remarquables, actifs et authentiques, il semble qu'on n'a plus de processus pour avoir ça. Il faut vraiment maintenant passer par le paiement pour avoir son badge bleu. Donc, j'ai très, très hâte de voir comment ça va aller. Moi, je trouvais ça important de valider que les bonnes personnes étaient les vraies personnes. Mais là, c'est un badge pour montrer que tu es l'authentique, l'officiel versus payé pour avoir un badge bleu. Ça devient... la marge entre on parle toujours de la réalité virtuelle et la réalité, là, mais à un moment donné, c'est quand sur Twitter, tu ne peux pas savoir si un compte est officiel ou non, s'il n'y a pas un processus de validation que la personne qui prétend être Alain McKenna est vraiment Alain McKenna, personnalité politique. Puis avec les élections américaines, c'est un autre gros enjeu de voir qui tweet quoi, qui est qui. Je suis très inquiet de voir comment ça change. Et le service de vérification Twitter Blue payant, il est 9,99 par mois au Canada. Pour l'instant, il est sur iOS et sur iPadOS. Ça coûtait 6,49 par mois pour avoir le service Twitter Blue il n'y a pas si longtemps. Il faudra voir si ça a un effet, parce que l'idée, c'est de rendre le réseau de faire le ménage dans les faux comptes et tout ça. Il faudra voir si l'effet recherché est atteint, qui est une autre conversation. J'ai hâte de voir. Je vais changer un peu de sujet. Il y a du Wi-Fi qui s'en vient, Wi-Fi de nouvelle génération. Là, les gens qui vont dire « Ah non, pas encore, je suis entièrement d'accord avec vous », mais le Wi-Fi 7 s'en vient, les amis. On vient à peine de commencer à parler de Wi-Fi 6E, qui était elle-même une norme évolutive du Wi-Fi 6, qui a été lancée en 2020. Ben voilà qu'une nouvelle norme s'en vient. Juste pour rappeler, le Wi-Fi 6 est né du ménage qu'a fait le Wi-Fi Alliance, qui est le consortium qui gère tout ça, là. Il y a quelques années, parce qu'on avait du Wi-Fi, c'est la norme 802.11 qui évolue en différentes sous-normes. On a du A, B, C, N, G, en tout cas, il y en avait un paquet. Puis là, l'année dernière, on était à AC, AX, tout ça. Puis je pense qu'on était à court de façon de dire qu'est-ce qui est une nouvelle norme Wi-Fi. Donc, on a simplifié. Ce qui était la dernière, je pense que le 802.11 AC est devenu le Wi-Fi 5. Oui. Puis ça, c'était rétroactif parce que ça existait avant qu'on invente cette appellation-là. Et là, en 2020, on a créé le Wi-Fi 6. Et en 2021, on a créé le Wi-Fi 6E qui était du Wi-Fi 6 adapté à l'Internet des objets. Parce qu'on se dit, ben là, les gens vont avoir 800 appareils à la maison. Il faut qu'ils se connectent au même routeur. Ça nous prend une norme. Fait que ça, c'est où on est. Ça, c'est l'état du Wi-Fi en ce moment. Là, ce qui s'en vient dans les prochains mois, parce qu'on pense que d'ici 2024, ça va devenir la nouvelle norme pour tous les routeurs, c'est du Wi-Fi 7. Donc, qui a pour particularité, il y a deux choses principalement. La première, c'est que c'est un débit incroyablement rapide
qui va être proposé, on parle d'un débit maximal théorique de 46 gigabits par seconde. Par comparaison, le Wi-Fi 6, je crois, c'est 9 gigabits par seconde. Donc, c'est vraiment 5 fois plus rapide en termes de débit. Des gigabits, c'est pas des gigaoctets, comprenez-vous bien, mais ce que ça donne, c'est que en 46 gigabits seconde, sur une connexion comme celle-là, on pourrait télécharger un film en 4K, un film d'une durée de 2 heures en 30 secondes seulement. C'est quand même assez rapide. Est-ce que c'est vraiment trop rapide? Ça risque d'être le cas pour bien des gens. Sauf si, évidemment, on passe dans une borne Wi-Fi rapide, qu'on peut télécharger un film en deux avions, 2 autobus ou je ne sais pas quoi, mais quand même. Et l'autre particularité du Wi-Fi 7, c'est que cette capacité de débit maximale-là va être applicable séparément pour chacun des appareils connectés au routeur. Donc, on ne parle pas de 46 gigabits divisé par le nombre d'appareils connectés, mais bien pour chacun des appareils connectés. Et ça, si ça arrive, ça va être fou. Probablement que les cheveux vont se dresser sur la tête, ça va créer des ondes. Je ne peux pas croire comme la boule quand on va à l'I-REC. Parle pas de théorie de conspiration comme une tasse de tech. C'est vrai, je ne peux pas aller là-dedans. Mais moi, j'imagine l'appareil qui va devenir un petit peu chaud quand on va transférer. Ça risque de chauffer. Puis on va le savoir bientôt de quoi ça a l'air, parce que la première compagnie qui va offrir un routeur grand public, c'est TP-Link, qui en fait l'annonce à la mi-novembre d'un nouveau routeur Wi-Fi 7 et qui veut se coller de très près à cette nouvelle norme-là pour s'imposer comme une marque de routeur parmi les plus intéressantes, les plus attrayantes. Mais quand même, c'est fou, ça s'en vient. Ce qu'on dit, c'est que ça va arriver d'ici 2024 au plus tard. Donc, préparez-vous parce que le Wi-Fi 7, ça s'en vient. Puis si vous êtes assez mêlé, faites le ménage, pensez que le Wi-Fi 6, c'est déjà pas mal bon. Le Wi-Fi 7 s'en vient, il risque d'être plus cher, mais quand même, il y a des options sur le marché pour ceux qui cherchent un nouveau routeur. Ouais, j'ai vu le communiqué de TP-Link qui disait Wi-Fi 7. J'ai dit, bon, il exagère un peu de marketing, mais c'est ça, c'est commercialisé en 2024. Ils font juste... C'est ça la vie. Marquer l'imagination avant le CES qui s'en vient, où on va sûrement avoir d'autres entreprises qui vont marquer tu as entièrement raison. Qui vient là-dessus. Cool. Et voilà, ça fait le tour des actualités. On prend une mini-pause, on ouvre la porte parce que notre invité est juste là, puis on part pour le prochain segment d'une tasse de tech. Restez avec nous. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Bienvenue à Une tasse de tech. Nous avons cette semaine un invité qui va nous parler d'équité numérique parce que vous le savez, on parle beaucoup de... En fait, on le sait, le monde numérique est de plus en plus important dans le vrai monde. Hein. On l'a dit d'ailleurs tantôt avec des affaires de casque de réalité virtuelle. Et ça crée des occasions pour apprendre, pour travailler, pour faire plein de choses. Malheureusement, l'accès à ces environnements-là n'est pas toujours égal pour tout le monde. Et c'est un enjeu qui affecte évidemment tous les pays, incluant le Canada et le Québec. Pour en parler, on a Mitchell Miller, qui est directeur général d'un organisme qui s'appelle Empower Canada. Empower Canada s'est associé avec Microsoft et CIBC pour créer une alliance sur l'impact social pour justement accroître, disons, ce qu'on appelle l'équité numérique partout au pays. Mitchell, bonjour. Bonjour, merci de m'avoir. Écoute, merci d'être avec nous. C'est un sujet aussi sérieux qu'important là, pour plein de raisons. Mais d'abord parce que l'organisme que tu diriges est peut-être un peu moins connu de notre public. Décris-nous un peu qui est Empower Canada. Oui, avec plaisir. Alors, Empower Canada, c'est un organisme à but non lucratif. L'émission est de propulser les personnes qui sont en recherche d'emploi, mais qui sont sans emploi, qui sont sous-employés, qui sont à faible revenu dans des carrières numériques. Et on veut des carrières non seulement comme des boulots, mais vraiment des carrières numériques qui sont enrichissantes, qui sont durables. Et on fait ça avec une gamme complète de services. Alors, c'est vraiment un programme qui est compréhensif, qui est complète. Alors, ça inclut une formation en technologie avec des compétences professionnelles et techniques. Et ensuite, il y a des certifications qui sont reconnues par l'industrie, qui sont adaptées à l'industrie. C'est grâce à un large partie avec nos partenariats comme Microsoft, comme tu as dit. Et on offre un service de placement professionnel. Alors, on travaille avec un éventail des employeurs partis du pays. Et après ça, on offre des services pour les diplômés pendant 5 ans. Alors, c'est pas seulement une formation, c'est pas seulement des certifications, c'est pas seulement un service de placement professionnel, mais vraiment, c'est comme un programme complet et ça dure comme au moins 5 ans pour nos diplômés parce qu'on sait qu'on a besoin non seulement d'une formation et après ça, on a une carrière aussi faite, mais vraiment, on a besoin de la croissance professionnelle, d'un parcours professionnel à long terme. Alors, on aide avec ça parce qu'on sait que dans le domaine de la technologie, c'est pas seulement des petits boulots, mais vraiment des carrières qui sont durables. Alors, on aide avec tout cela et c'est
Les personnes qui font notre programme, c'est des personnes qui sont, comme je l'ai dit, qui sont sous-employées ou sans emploi, mais aussi en faveur du monde d'admission des personnes qui venant des groupes et des communautés sous-desservies. Alors, comme tu as dit, on veut aussi aider avec la diversité et l'équité dans le secteur de la technologie et aider des personnes qui sont sous-représentées dans le milieu du travail de percer ce domaine, parce qu'on sait qu'il y a des obstacles. Mm-hmm. Tout cela. J'allais dire, vous pourriez pratiquement... Ça, c'est la partie. Ben oui, ben c'est correct, c'est bon, ça met la table. Puis j'allais dire à la blague un peu, mais Pascal pourrait être employé, parce que je pense que tu fais la formation, Pascal. Tu pourrais aider à créer les professionnels de demain. Je donne la formation sur Microsoft 365, tu as tout à fait raison. Ah oui, en plus, c'est vrai. Très drôle. Je vais le mentionner, le programme Efficacité 365, jetez un coup d'œil là-dessus sur Internet. 365 Pro. Ils vont être contents que je les mentionne. Ben oui. Tu peux postuler un job avec Empower Canada, pourquoi pas? Voilà, il y a quelque chose à faire. Et quelle est la clientèle que vous visez plus spécifiquement? Comment vous choisissez les gens? Est-ce que vous avez des programmes c'est dans les écoles, dans les centres d'emploi? Comment vous offrez vos services aux gens que vous allez former? Oui, c'est une bonne question. Alors, c'est nous qui offrons les programmes. Alors, nous, on fait la prestation des programmes de formation aussi. Alors, on ne travaille pas avec des établissements postsecondaires ou des écoles. C'est nous, on a des inspecteurs, des spécialistes de carrière et tout ça. C'est une formation qui dure 3 mois. C'est en ligne, c'est à temps partiel. Et c'est nous qui fait le déroulement du programme. Alors, des personnes font une demande d'admission à Empower Canada. Nous, on a une équipe d'admission qui fait des entrevues. Alors, on parle des obstacles qu'ils sont en train de confronter dans leur recherche d'emploi. Et on parle de tout cela. Et après ça, on les accepte. Et on a des cohortes qui durent chaque 3 mois. Et alors, ça fonctionne comme ça. Alors, nous sommes comme, mais on ne veut pas dire une centre de formation, mais c'est nous qui offrent la formation. Et ensuite, tous les services de placement de professionnels. Et ensuite, tous les services de diplômés. Alors, c'est comme un mélange d'un établissement postsecondaire qui offre une formation, mais des services de diplômés, mais aussi des services de l'aide à l'emploi qui offrent des services de placement professionnel. Alors, on le fait tout. Et ce que j'ai pas mentionné, c'est tout gratuit. Alors, c'est tout gratuit pour tous les participants. Alors, c'est parce qu'on favorise, on favorise des demandes d'admission des personnes qui ont besoin de notre aide qui viennent des communautés qui sont sous-desservies. Et c'est grâce à notre partenariat, comme avec Microsoft, qu'on peut faire tout cela gratuitement. Alors, sans frais, en tout temps. Même les services de diplômés, c'est tout gratuit en tout temps. Donc, le programme dure 3 mois, si j'ai bien compris, c'est ça? Oui, 3 mois. Ça déroule chaque 3 mois. Alors, tu fais une demande d'admission et après ça déroule au lancement du programme. Et après ça, c'est 3 mois. Maintenant, c'est du matin à midi et c'est tout en ligne. Alors, c'est avec une cohorte, avec un instructeur et ça mène à une certification qui est adaptée à l'industrie, qui est reconnue par l'industrie. Alors, c'est pas comme une bootcamp, une coding bootcamp, on parle de ça. Ça mène à une certification qui est vraiment reconnue par l'industrie. C'est ça pourquoi on dit qu'ils sont des diplômés, parce qu'ils reçoivent un diplôme sur moi. Puis les diplômés, donc, au bout du processus, sont formés, peuvent travailler au sein, j'imagine, de sociétés technologiques numériques, mais aussi dans d'autres entreprises, dans des affaires numériques. Est-ce qu'il y a des types d'emplois plus spécifiques, des spécialisations plus spécifiques que vous offrez, où les gens arrivent au bout, puis à partir de là, ils sont généralistes? Oui, mais on commence au Québec avec le lancement de notre programme qui est analyste en TI débutant. Alors, c'est un programme de base, on soutient de TI. Alors, ça, c'est pas vraiment pour des entreprises qui sont comme qui cherchent des personnes faire le codage, tout ça, mais c'est toutes les entreprises qui ont besoin de personnes qui ont le soutien de TI. Alors, c'est toutes les entreprises, en tout cas, toutes les entreprises ont besoin de personnes qui sont compétents en ces compétences. Alors, c'est des spécialistes de support informatique, des analystes de projet, des agents de service à la clientèle, des techniciens de service, toutes les choses comme ça. Alors, nos diplômés travaillent dans des entreprises comme Deloitte, des banques comme CIBC, pour Accenture, tout cela. Alors, c'est des entreprises qui sont dans tous les secteurs. Tous les secteurs, en tout cas, même si
ce n'est pas une entreprise technique, ben, en 2022, on travaille tout dans la technologie. Alors, on a tout besoin de personnes comme cela. Alors, les occasions d'employabilité avec ces programmes, ils sont dans toutes les entreprises. On travaille avec un éventail de centaines d'employeurs qui cherchent des diplômés d'Empower Canada. C'est extrêmement intéressant parce que quand on regarde les statistiques d'industrie, les métiers technologiques, les métiers en lien avec les TI sont... disons qu'il y a beaucoup de postes vacants. Je pense que la dernière statistique, c'est qu'il manquait 20 000 personnes dans ce créneau-là au Québec seulement en ce moment. Et évidemment, on prévoit que ça va être de pire en pire au fil des prochaines années. Malgré le fait qu'en ce moment, les technos sont un peu au ralenti, là, il y a qu'encore, parce j'écrivais là-dessus cette semaine, puis les chefs d'entreprise me répondaient en disant non, nous, on est toujours encore en train d'embaucher parce qu'on manque de monde. Il y a clairement là un marché pour les gens qui, justement, ont un emploi qui ne fait pas leur affaire à ce moment, ils veulent se réorienter rapidement. Il y a un débouché là. Et ça, c'est très grand public. La partie équité numérique du projet m'intéresse tout particulièrement parce que c'est toujours un frein. On parle beaucoup de cette pénurie-là, mais de travailleurs, mais il existe des gens qu'on n'a juste pas réussi à embarquer dans le processus et justement pour donner des chances égales à tout le monde d'avoir un métier dans ce créneau-là. Est-ce que vous êtes capable de chiffrer l'importance de cette situation-là au Québec? Oui, mais j'en sais pas exactement au Québec. On n'a pas exactement les chiffres là, mais on sait avec notre programme qui est sur, par rapport à tous les pays, on a des taux d'équité, diversité et inclusion qui sont tellement... Alors, c'est comme à peu près de 90% de nos participants sont issus de communautés racisées. On a beaucoup de personnes qui sont des nouveaux et nouvelles arrivants au Canada et au Québec, tout ça. Et maintenant, on a commencé juste sur lundi avec notre première cohorte au Québec. On n'a pas encore tous les chiffres de Empower Canada, mais on sait que on sait que le Québec, il y a la pénurie dans le secteur de la technologie, mais aussi la pénurie dans la diversité de personnes qui sont dans ces postes-là. Alors, on veut vraiment aider avec cela. Et ce qu'on voit dans nos cadres maintenant au Québec et dans des taux qu'on voit dans tous les programmes dans les autres provinces, parce qu'on a des programmes qui se déroulent dans les autres provinces du Canada, on a vraiment beaucoup de personnes qui sont issues de la diversité. Et c'est ça que les employeurs, ils veulent non seulement des personnes qui ont des compétences professionnelles et techniques, mais aussi ils ont des expériences vécues de la diversité et tout ça. Et c'est ça qu'est-ce que Empower Canada, on les aide parce qu'on sait qu'ils confrontent des obstacles que les autres personnes ne confrontent pas et on les aide avec des choses et de relever les défis qui sont en train de confronter par rapport au CV, LinkedIn et tout ça. On sait qu'il y a on doit donner une atout à ces personnes. C'est drôle parce que c'est vraiment deux problèmes qui deviennent la solution l'un à l'autre. Il y a une pénurie d'emploi d'un côté, puis il y a des gens dans certains groupes sociaux qui ont de la misère à trouver des débouchés ou même à faire reconnaître leurs études. Là, tout d'un coup, pouf, on peut facilement, rapidement rejoindre les deux ensemble et régler deux problèmes de coup. C'est quand même assez intéressant. Oui, c'est ça. C'est qu'est-ce qu'on dit. On dit qu'on a une approche qui est double client. Alors, on travaille avec les employeurs pour les aider à combler la carte entre les postes qui sont vacants et des personnes qui sont en recherche d'emploi et on aide des personnes pour leur doter des compétences professionnelles et techniques qu'ils ont besoin pour postuler à ces postes. Alors, on dit, c'est pas seulement un organisme qui aide les employeurs, c'est pas seulement un organisme qui aide des personnes qui sont en recherche d'emploi, mais vraiment, on veut que c'est une approche à double client, ce que tu es en train de dire, que vraiment on voit qu'il y a l'écart et c'est à nous d'aider à combler cet écart. Michel, tu dis la première cohorte vient de débuter au Québec. Donc, ça veut dire que la prochaine commencerait l'hiver prochain? En février, oui, mais ça commence, mais vraiment, si tu es en train d'écouter cela et tu veux faire une demande d'admission, on a quelques espaces si vraiment tu fais une demande d'admission comme aujourd'hui ou demain. Mais sinon, on commence avec une autre cohorte au Québec en février. Et après ça, chaque 3 mois. Et on ajoute de nouveaux programmes et tout ça. Alors, s'il y a quelque chose que vous intéresse, tu peux aller sur notre site web. Et on trouve ça sur le site de Empower Canada, c'est ça? Oui, mais c'est en français, c'est Parcours Tech. Le nom de notre programme, c'est Parcours Tech de Empower Canada. Alors, Empower Canada, c'est le nom de l'organisme, mais on offre des programmes Parcours Tech. En anglais, c'est Tech Pathways.
Alors, si ça vous intéresse, le nom du site web en français, c'est parcourstech.ca. Bon, excellent, je le note, puis on le mettra dans la description de de notre émission de la semaine. Comme ça, les gens auront un lien. C'est bien parce que je ne sais pas toi, Pascal, moi, ça fait depuis 2008 au moins qu'on écrit, qu'on prévoit la pénurie de main-d'œuvre en TI, toutes ces choses-là. Puis il y a toujours, on a toujours une espèce de sujet qui revient tout le temps. Puis là, on voit les programmes comme ceux-là qui se mettent en place. Puis c'est bien parce qu'on trouve des solutions de plus en plus importantes parce que l'enjeu continue. Et je pense que ça va continuer encore comme ça pendant plusieurs années, cette manque de spécialistes. Donc, effectivement, il y a un virage. Puis c'est profitable parce qu'on le voit, c'est un secteur qui survit très bien aux perturbations économiques, peu importe d'où elles viennent. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Oui, Pascal. Et le fait que vous encadrez vos étudiants pendant 5 ans, si des fois les entreprises, des startups et ainsi de suite, il y a des licenciements, ainsi de suite, ou des rotations de personnel, vous peuvent tout de suite se replacer dans une autre organisation qui en a besoin. Et moi, je voulais simplement souhaiter bonne chance, bon départ à votre cohorte. C'est quand même excitant de savoir que c'est la première au Québec. Oui, nous sommes très excités. C'est de voir comme... c'est aussi la première fois qu'on fait en français, bien sûr. Alors, c'est de voir une cohorte qui se déroule en français au Québec. La première fois, c'est vraiment excitant. On a beaucoup de personnes qui le font maintenant. On vise d'avoir au moins 400 personnes qui sont diplômées jusqu'au fin de 2025. Alors, c'est une cible qui est très grande, mais je pense qu'on peut le faire avec des partenariats comme avec Microsoft et tout ça. Je pense que c'est possible, comme on dit, il y a des personnes qui sont en recherche d'emploi au Québec, il y a des partenariats. Alors, pourquoi pas avoir une cible comme cela? Je pense que... c'est une bonne idée. Puis le fait français n'est pas négligeable non plus parce que beaucoup d'employeurs cherchent effectivement des travailleurs qui sont français, francophones, anglophones ou les deux. Donc, c'est un bon élément aussi. On va suivre ça. Donc, bonne chance aux nouveaux étudiants. On va voir la suite et on aura peut-être l'occasion d'en reparler les prochains mois. Mitchell Miller, pardon. Mon Dieu, je suis en mode hockey. Mitch Marner, le joueur des Maple Leafs. Oui, c'est pas le joueur de hockey, Mitchell Miller. Je suis quelqu'un d'autre. Peut-être que le prochain programme va être pour la LNH. Je vois les nouvelles de ces personnes et j'en veux pas que des personnes pensent que c'est moi. Mais en tout cas. Je m'excuse. Michel Miller, DG, directeur général pour le Québec d'Empower Canada. Merci d'avoir été avec nous. C'était très intéressant. Merci à vous. Nous, on fait une courte pause et on revient avec nos tests produits de la semaine. Restez avec nous. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Bienvenue à Une tasse de tech. On est rendu au bout de l'émission. On vous parle de nos produits de la semaine. Et Pascal, tu vas nous parler d'une souris. Ergonomique, oui, c'est ça. Je veux dire, les souris, là, on n'en parle pas souvent, hein, mais c'est le premier point de contact qu'on a avec un ordinateur personnel. Donc, c'est tellement important d'avoir la bonne souris. Et une souris ergonomique, moi, je ne fais que dire aux gens d'acheter des souris ergonomiques parce que c'est le seul moyen de ne pas développer des syndromes de bras, de coudes, d'épaules, que bien des gens qui travaillent d'un travail de bureau là, au quotidien finissent par développer. Et celle que tu as là m'apparaît tout à fait intéressante. Qu'est-ce que tu as exactement? C'est la Profit Ergo Wireless Vertical. Attends un peu, je vais le reprendre. C'est pas un nom, Ergo ça? Vertical Wireless Mouse. Faut prendre une inspiration avant. C'est une souris de Kensington qui a la particularité d'être inclinée comme si, au lieu de poser sa main à plat sur une souris, il faut comme si on donnait la main à sa souris. Elle est inclinée à 46,7 degrés précisément. Ben oui. Alors, faites le geste de donner la main à quelqu'un et c'est la position dans laquelle on tient la souris. Les souris sont presque totalement verticale, quasiment des tubes contient. Celle-ci est inclinée. Et j'avoue que je suis assez surpris. C'est très agréable, très facile, très rapide à configurer. Il n'y a pas de Bluetooth. On n'a pas à la configurer par Bluetooth. Elle utilise un dongle USB. Donc, attention, l'avantage, c'est que ça fonctionne très bien. Portée de 20 mètres, c'est un signal radio, pas Bluetooth. L'inconvénient, c'est que ça va vous prendre un port USB-A. C'est un petit dongle, donc on peut peut-être le laisser sur son laptop. Et si on a un laptop qui n'a pas de port USB-A ou qu'on a besoin du port USB-A pour d'autres choses, on ne pourra pas l'utiliser. Donc ça se configure super bien, c'est super le fun. La souris est faite pour être transportée, pour être mobile. Le petit dongle se glisse dans la souris. Il y a une espèce de petit capot en dessous. Il y a une pile AA qui évite d'avoir à la recharger. Moi, j'aime bien les trucs rechargeables, mais j'aime bien... Quand on a besoin d'une souris, on n'a pas envie d'attendre 20 minutes qu'elle se recharge ou 10 minutes ou 5 minutes. On veut remplacer une pile. On a un indicateur qui nous dit que la pile est sur le point de mourir. La petite bille, la petite molette
pour contrôler, c'est une petite bille devient rouge et Mhm. l'autonomie est d'1 an. Donc, ça peut aller jusqu'à 1 an, on n'a pas trop à s'inquiéter. Euh, donc, encore une fois, d'autres caractéristiques, c'est assez classique dans les souris. Il y a un petit bouton qui permet de changer la sensibilité de 800 à 1600 points par pouce. Donc, si on veut que notre souris soit très, très réactive ou au contraire moins réactive selon le déplacement qu'on veut faire, des fois, on veut très rapidement passer d'un coin à l'autre de son écran ou au contraire, on veut y aller avec plus de précision, c'est possible avec un simple bouton. Le truc particulier, c'est que le bouton est en plein milieu de la souris, juste en dessous de la molette. Alors, j'ai l'impression que je vais l'accrocher par mes gardes. Mhm. Là, Ah tu te oui. demandes pourquoi ta souris va moins bien. C'est assez particulier. L'autre chose avec une souris, je sais pas, moi, je me considère comme un chirurgien de la souris et de la manipulation d'ordinateur. Ah oui. Non, mais il y a des gens qui se contentent d'un sécateur pour faire des... Moi, j'aime ça avoir un bistouri très aiguisé. Et donc, une souris, ça devient une extension de son ordinateur. Quand tu dis que c'est le premier contact qu'on a avec son ordinateur, moi, je me souviens quand j'ai montré à ma maman comment ça fonctionnait, elle Mhm. regardait la souris. Et là, j'ai dit, non, regarde pas la souris, déplace ta souris, regarde l'écran, tu vas voir le curseur se déplace. Et elle regardait la souris, et ensuite, elle regardait l'écran et ne voyait pas. Et là, dès qu'on comprend que c'est intuitif, assez intuitif, on déplace la souris, ça se déplace à l'écran. On n'a plus besoin de regarder la souris pour se déplacer. Donc, le fait qu'on a l'habitude d'une souris, ça devient une extension de soi-même. Même chose avec les claviers, même chose avec les écrans. On aime avoir un écran d'une certaine luminosité et tout. Avec la souris, ça demande une adaptation. Si vous Mhm. êtes habitué avec un type de souris, oui, c'est conçu pour être ergonomique, mais je pense qu'il y a une adaptation à faire. Toi, tu as essayé la souris à boule avec un Oui, ben c'est trackball. ça. Je vais un peu plus loin que toi parce que j'ai de la marque Kensington, c'est la Orbit Fusion. C'est en anglais, ils disent un trackball. C'est-à-dire que la base est statique. On la dépose, elle ne bouge plus. Et avec l'index et le majeur, on fait tourner une boule et la boule frotte sur des capteurs de mouvement qui dirigent le curseur. Et c'est à la fois aussi agréable qu'imprécis parce que la boule repose sur des petits rouleaux qui captent le mouvement et qui font bouger le capteur. Et c'est pas collé là. Des fois, si on va trop vite, la boule se soulève et le capteur manque un peu de la précision du mouvement. Donc, c'est un défaut. Mais en contrepartie, il y a 6 boutons sur le côté qu'on peut activer avec le pouce et 2 avec Mhm. les doigts. Donc, il y a vraiment un grand spectre de choses qu'on peut faire. Euh, je le disais en entrée de balado, quand j'étais à l'école, j'ai fait un papier sur un gars qui s'appelle Douglas Engelbart, qui est le gars qui Oui, essentiellement à qui on doit la oui. création de la souris. Et lui, il voyait la souris plus comme un instrument de musique, c'est-à-dire qu'on pouvait faire des accords avec des touches pour créer des fonctions particulières, des choses comme ça. Puis il y avait vraiment un concept de la souris qui était extrêmement évolué, qui rendait l'interaction entre l'ordinateur et l'humain, la fameuse interaction homme-machine, là, comme jouer de la musique, comme jouer une guitare, des choses comme Mhm. ça. Mhm. Évidemment, à partir de là, ça s'est très, très simplifié parce qu'à l'époque, on avait MS-DOS, donc c'était strictement du clavier. La souris, évidemment, est réapparue par la suite avec 2 ou 3 touches maximum, mais il y a tellement long à dire. Moi, ça me fascine, ces affaires-là. Il y a beaucoup à dire sur le rôle de la souris et comment on la sous-exploite. Puis des souris ergonomiques, ben c'est... en fait, ce que je comprends pas, c'est qu'on parle de souris ergonomiques comme si c'était exceptionnel, alors qu'on devrait vraiment juste bannir les souris normales et n'avoir que des souris ergonomiques. Parce que tous les gens qui développent des problèmes de santé, des problèmes à leur bras droit, entre autres, parce qu'ils utilisent la souris tout le temps au bureau, c'est un grave problème de santé publique. En fait, Oui. c'est banal, c'est parce qu'on n'utilise juste pas la bonne souris. Donc, ça devrait, par défaut, être une souris ergonomique qu'on achète quand on achète un ordinateur personnel. Et puis, celle que tu as là, c'est une belle forme. Moi, j'aime beaucoup cette forme-là où on a effectivement l'impression qu'on serre la main à son ordinateur parce qu'on arrive et on glisse la main dans l'espèce de courbe de la souris et pouf, on sait naturellement comment ça va se diriger. Là. Ouais, et c'est drôle parce que je pensais être super original en pensant à cette comparaison-là, puis je me rends compte que c'est tout le long de la page web qui décrit la souris. Donnez la main à votre souris, serrez la main. OK, ils ont pensé à ça. Je suis pas super. Donc, c'est très particulier parce que comme tout ce qui est ergonomique, il faut qu'on trouve le bon angle. Moi, j'ai un clavier ergonomique, il faut trouver l'angle qui nous convient avec ses habitudes. Il faut s'habituer. On a des mauvaises habitudes à quelque part. Et puis, Mm-hmm. encore une fois, ça dépend toujours de l'usage. Si on utilise sa souris peut-être une demi-heure par jour, et si on l'utilise 8 heures par jour, oui, ça vaut la peine. Ah oui. Peut-être que c'est pas exactement la forme qui nous convient mieux. Peut-être que le trackball, la petite boule, peut-être est mieux adaptée à certaines personnes. Je pense que ça vaut vraiment la peine. Trop de gens ont... je vois des gens qui ont des souris avec des laptops, mais c'est des souris à quelques dollars, qui sont un peu branlantes, qui sont toutes petites, qui sont trop Mm-hmm. grosses, qui sont... Donc, il faut vraiment trouver... Il y a des souris de toutes les tailles, de tous les formats. On peut ajuster la sensibilité. Ça, c'est quelque chose que les gens ne savent pas et que ne font pas. Si vous trouvez que votre souris est trop réactive, pas assez réactive, on peut, dans les paramètres de son ordinateur, l'ajuster. Certaines souris plus modernes, un peu plus chères, comme la mienne, ont un bouton. Puis quand je dis cher, on parle d'une souris à 45 $.
Quand même. Un C'est beau pas cadeau. si cher. Ben oui. Ben, tu me permets de parenthèse. La plupart des employeurs ont encore la possibilité d'offrir un achat d'équipement aux gens qui ont un peu de télétravail. Ça a été une grosse affaire pendant la COVID, mais c'est prolongé. La plupart des employeurs ont encore ce programme-là. Demander 100 $ pour s'acheter une souris qui a du bon sens, c'est pas exagéré, là. Il n'y a pas de mauvaise... Il y a que des bonnes raisons de le faire, en fait. Oui, puis prenez la peine d'en faire l'essai, prenez la peine de la configurer, prenez la peine de voir si ça vous convient, puis si ça ne fonctionne pas, essayez-en une autre. Il y en a plein de modèles, et puis je pense que ça vaut la peine. Moi, je suis assez content, j'aime ça. C'est vraiment un changement d'habitude de poser la main à plat versus sur le côté, mais je la tiens, ça devient très naturel. Mais évidemment, les muscles de ma souris à plat, on dirait que ça... Ton tunnel carpien va te remercier un jour, Pascal. Oui, exactement. J'ai souffert j'ai eu une crise de tunnel carpien, puis c'est le genre de truc bête. Tu en entends parler, puis tout à coup, tu l'as, puis tu fais OK, c'est ça le syndrome du tunnel. Oh, tabarnouche, j'aurais dû avoir une meilleure posture. Ah, oh, ça fait mal. Pas le fun. Je souhaite ça à personne. Souris ergonomique. Je vais essayer de le dire d'un bloc. ProFit Ergo Vertical Wireless Mouse. Voilà. Voilà. Prenez des notes, les amis, à la maison. De mon côté, écoute, dans un contexte de travail aussi, parce que j'ai fait l'essai de 2 choses, en fait. Hop, je les ai sur le côté ici. Un casque Bluetooth de la marque Sennheiser, le Momentum 4, qui m'intriguait parce que, bon, il est tout nouveau, n'est-ce pas? Il remplace le Momentum 3 que moi, j'ai adoré pour l'avoir essayé l'année dernière, mais qui, malheureusement... premièrement, c'est une belle amélioration. Deuxièmement, il y a pour moi quelque chose qui m'embêtait, c'est que les casques, on parle d'un casque pleine grandeur supra-auriculaire, donc vraiment dont les coussinets là, vont tout le tour de l'oreille, qu'on porte vraiment pour s'isoler de son environnement. Des casques qui sont très populaires dans un contexte de télétravail ou de travail même de retour au bureau sur une fameuse aire ouverte. Là, on ne va pas toujours écouter ce que les gens autour de nous ont à dire. Donc, c'est un casque qui vient avec une insonorisation active et passive, n'est-ce pas? Parce que premièrement, il cache l'oreille. Et deuxièmement, il ajoute une annulation du bruit, qui est une belle amélioration par rapport au Momentum 3, qui fait, je dirais, en fait, insonorise très bien des bruits de fond plus graves qu'aigus. C'est-à-dire que vous allez vraiment perdre le son de la climatisation, de ventilateur, même dans l'avion, un peu du moteur de l'avion, des choses comme ça, du moteur de l'autobus, si vous prenez le transport en commun, mais qui ne va pas vous masquer des voix. Donc, vous risquez d'entendre les gens s'ils vous interpellent ou s'ils se parlent entre eux près de vous de façon assez forte. C'est un casque qui a en bon français, des transducteurs, donc des haut-parleurs de 42 mm, des bons haut-parleurs de 4,2 cm de diamètre, ce qui permet d'avoir un bon spectre sonore. Je regardais un site de professionnels de l'audio qui passent tous les écouteurs dans une espèce de registre de sonore pour dresser la ligne d'égalisateur. Et ils ont dressé une ligne idéale, ce que l'oreille humaine aime le plus entendre par rapport aux graves, aux aigus, aux intermédiaires. Ce qu'ils ont découvert, c'est que ce casque-là était le plus fidèle de tous les casques en marché en ce moment à ce mélange, à ce spectre d'égalisation sonore idéal. Donc, même sans aucun réglage, en le sortant de la boîte, il est très bon au point de vue sonore. Si vous aimez écouter de la musique avec une bonne présence des graves et des aigus, il fait la job. Il ne va pas nécessairement massacrer non plus les sons intermédiaires. Donc, moi, j'ai trouvé pour l'écoute musicale, il était excellent. Les graves sur des gros casques comme ça. Vous savez, les gens achètent des AirPods, des petits AirPods, puis ils se disent, bon, ben c'est correct, mais le son de ces appareils-là, les petits écouteurs, est extrêmement limité par la grosseur de l'appareil. Donc, ce casque-là, avec des bons gros haut-parleurs, fait un meilleur travail. Il y a une interface tactile sur les surfaces là, de chaque côté. Moi, c'est pas un truc qui m'attire. Je m'en sers le moins possible. Oui, le moins possible. Parce que ça marche pas toujours. Marche correct sur cet appareil-là. Le micro capte le son ambiant pour insonoriser quand on écoute de la musique, quand on veut faire d'autres choses ou faire des appels vidéo. Aide aussi à améliorer la conversation. Donc, le micro, quand on fait des appels vocaux, des appels vidéo, puis qu'on veut parler, fait une pas pire belle job, mais n'est pas le meilleur. C'est toujours le problème avec les casques Bluetooth avec ou sans. On peut aussi brancher un fil si on veut, là, mais les casques sans fil, c'est que le micro est désormais dans le casque. Avant, il était sur le fil, hein, n'est-ce pas? Puis là, c'est possible parce que la voix se rendait, puis ça sonnait avec la ça frottait sur le chandail aussi, les petits micros. Mais là, le bruit de vent, les bruits d'ambiance sont quand même sont encore très présents. Donc ça, j'ai été un peu déçu. Donc c'est plus un casque pour écouter que pour diffuser, disons-le comme ça. Cela dit, tout ça mis ensemble, 60 heures d'autonomie de la batterie là-dessus. C'est comme impossible d'arriver au bout de la batterie. Quand on le configure avec l'application mobile qu'on installe sur son téléphone pour le jumeler une première fois, on peut avoir un mode automatique où lui-même s'éteint et s'active selon qu'on le dépose sur une surface plane ou qu'on l'a sur la tête.
c'est bon parce qu'on n'a plus besoin de se casser la tête à le mettre à on, mettre à off, des choses comme ça. Sauf que si vous faites comme moi, vous le transportez dans votre sac de travail, ben, des fois, il s'allume, puis vous le savez pas, puis vous êtes au téléphone, puis là, il se jumelle, puis là, vous perdez la conversation. Ouais. C'est un petit embêtement, mais ça devient rapidement irritant. Donc, c'est un détail qui m'a pas beaucoup plu. Cela dit, écoute, bon casque. Il coûte 460 $. J'ai été voir tout à l'heure, il est en spécial à 400 $ sur Amazon pour les gens qui ont besoin d'un casque. Ils peuvent faire un cadeau de Noël assez coûteux, mais quand même assez bon. Et ce sont des casques Sennheiser qui sont extrêmement durables. Celui que j'utilise pour enregistrer la balado ici, c'est un casque que j'ai depuis, je pense, 10 ans, puis il est encore de très bonne qualité, malgré que mon garçon l'a utilisé sans bon sens pour jouer à des jeux sur Xbox. Donc, j'ai vraiment aucun problème à recommander ce casque-là. Bon, évidemment, je vais vous dire ceci, je parlais du Momentum 3 tantôt. Le Momentum 3 avait l'avantage de se plier en 3 et de se ranger facilement dans une petite pochette, puis il le rendait plus portable, si vous voulez. Celui-là, le Momentum 4 ne se plie pas. Il est entier, il est gros, il est un petit peu encombrant quand on s'en sert pas. Mais c'est le propre de la plupart des casques de ce genre-là. Et il adopte un design tout en plastique, tout noir, qui est très générique, parce que la plupart des casques sur le marché de ce genre de format-là, de ce prix-là, ont exactement ce look-là, alors que le Momentum 3 avait des petits finis métallisés, avec un petit côté... un peu de gueule. Exact. Un je ne sais quoi. Un je ne sais quoi qui était très joli, donc c'était plus le fun... Là, je viens de l'échapper par terre. Bon, ça vient de faire boum. Durable. Tu l'as dit, ça devrait bien se passer. Là. Et tant qu'à essayer un casque, je me suis dit, je vais en essayer 2 pour faire le contraste. Donc, j'ai demandé à Apple qui m'envoie leur AirPod Max parce que Apple, on le sait, insiste beaucoup sur l'audio spatial et tout ça. Et ils ont mis en marché l'année dernière ce casque-là de 780 $, pardon. Pelaille. Ouais, le AirPods Max qui, la première chose qui nous frappe, c'est l'espèce d'étui là qui ressemble à une petite sacoche. De soutien-gorge. Exactement, aussi, ouais, si tu veux, qui masque les oreillettes et qui a pour particularité aussi d'activer ou de désactiver l'appareil. Donc, il le met à on ou à off. Et si on veut le jumeler, il faut le mettre dans l'étui une première fois pour qu'il s'éteigne et qu'il se rallume. Donc, on n'a pas le choix d'avoir cette affrosité-là avec nous. C'est un peu dommage parce que le reste du casque, j'avais aucune attente. En fait, je m'attendais même à ce que ce soit un casque plutôt moyen vu que c'est une marque plus d'appareils électroniques que d'audio. Et sérieusement, c'est le plus confortable des casques que j'ai essayé à ce jour et c'est vraiment pour ça que je voulais en parler. On le porte et c'est comme si on portait à peu près rien sur la tête, très léger. L'arceau avec le coussinet, c'est une superbe invention. Ça empêche d'avoir une pression. J'ai peut-être la tête pas tout à fait ronde, je ne sais pas, c'est peut-être juste moi. Mais souvent, les casques comme le Momentum 4 font une petite pression ici sur le dessus de la tête, sur le crâne. Et à la longue, sur une journée de travail, ça devient extrêmement agaçant. On n'a pas ça avec ce casque-là. Donc ça, c'est assez bien. Et les coussinets sont assez spongieux qu'on se met sur les oreilles pour justement enlever de la pression sur les côtés de la tête, malgré tout offrir une bonne insonorisation passive. Donc ça, j'étais assez surpris. Et ce qu'Apple a fait pour point de vue de design plus général, ils ont intégré les mêmes touches qu'un Apple Watch sur le côté d'une des oreilles pour contrôler le volume avec la roulette, ce qui est logique, et pour contrôler avec un bouton facile à trouver du doigt rapidement pour le mode transparence, c'est-à-dire que l'insonorisation active est toujours activée par défaut. On appuie sur le bouton et là, on a un mode qu'on appelle transparence où on peut entendre les gens avoir une conversation et ça se fait très naturellement, plus naturellement que sur le Sennheiser, le casque Sennheiser dont j'ai parlé tout à l'heure et plus naturellement que sur la plupart des autres casques comparables aussi. Et j'ai trouvé ça intéressant. Puis, je vais ajouter ceci. On a parlé des AirPods Pro de 2e génération il y a quelques semaines qui font une belle job d'insonorisation active là, avec les micros et tout le kit, mais ça n'arrive même pas à la cheville de l'insonorisation de ce casque-là. Les AirPods Max, point de vue technique, font un super travail. Et le bruit de fond, on n'entend même pas les gens parler autour de nous. Hier, j'écoutais le hockey à la télé avec le volume plein volume normal, j'avais mes écouteurs et je n'entendais pas la description du match qui avait lieu en même temps que j'écoutais d'autres choses. Bon, ça. Donc, j'étais vraiment agréablement surpris. Donc, des grosses qualités. Je vous dirais aussi, si vous avez les gadgets, l'audio spatial là-dessus est assez cocasse parce que, bon, ça permet d'écouter de la musique comme si on était devant la scène et que les artistes jouaient devant nous. Puis là, si on regarde ailleurs, la musique continue de jouer dans la direction d'où on était au départ, ce qui est amusant. Mais si vous écoutez un film ou la télé sur un appareil, un iPad ou une tablette ou peu importe, et que vous utilisez ce mode audio spatial-là, le son vient de l'appareil et quand vous tournez la tête, la source est toujours localisée à la même place. Ce qui fait que des fois, vous avez des écouteurs, vous écoutez par exemple un épisode Netflix sur votre ordinateur et vous tournez la tête et c'est tellement naturel qu'on a l'impression que le son ne vient pas des écouteurs, mais vient de l'appareil toujours. Et c'est assez fascinant parce que pour la musique, je trouve ça moins important.
Parce qu'on écoute de la musique, on veut juste être comme immergé dans le son. Dans sa bulle, oui. Et quand on regarde une vidéo, quand on fait un appel vidéo, entre autres, par exemple, avec FaceTime ou peu importe, l'audio spatial ajoute vraiment une dimension que je n'aurais pas soupçonnée, qui est vraiment à la longue, à laquelle on s'habitue et qu'on trouve ça un peu dommage quand on n'a plus accès à cette fonction-là. Donc ça, c'est quelque chose que les gens qui aiment les gadgets ou les fonctions particulières vont peut-être apprécier. En tout cas, ça vaut la peine d'être essayé. Malheureusement, et c'est ça le problème, c'est que pour l'essayer, il faut payer 180 $, ce qui fait que le casque est plus cher. Vous pouvez pratiquement avoir 2 casques de qualité comparable, Sennheiser ou Jabra ou peu importe, pour le même prix. Donc ça, c'est un peu embêtant. Mais ceux qui, évidemment, les inconditionnels d'Apple vont se dire « Ah, c'est pas grave, j'ai les moyens » ou ceux qui veulent flasher un peu. C'est sûr que l'appareil est aussi a l'avantage d'être offert en plusieurs couleurs, donc peut-être un peu plus esthétique que le Momentum 4. Mais quand même, le prix est une grosse limite pour cet appareil-là, disons-le comme ça. Et aussi, 20 heures d'autonomie, ce qui est très court comparé aux autres casques. La plupart ont 30 et plus, et le Sennheiser en a 60. Donc, ça, c'est un autre détail qui peut agacer. Mais bon, il y a quand même du progrès dans les casques. Surtout ces casques-là plein format. Moi, je veux dire, si vous êtes du genre à porter... Mais si vous avez des écouteurs boutons, vous les portez longtemps, que ce soit pour prendre l'autobus, peu importe, il y a des casques, des gros casques plein format comme ça, qui coûtent peut-être un peu plus cher, mais qui vont vraiment rendre votre utilisation, en tout cas votre écoute ou votre conversation, peu importe, en mode main libre, pas mal plus naturel. Évidemment, faites attention, si on insonorise trop, puis on est dans la rue. Oui, c'est ça. Puis c'est pour ça que souvent le mode transparence qui peut être utile pour entendre le monde autour de soi. L'importance de ces modes-là. Mais souvent, ça amplifie ce qui se passe autour. Alors, tu as l'impression de pas juste être à l'extérieur, mais tu as l'impression que le mode, tout ce qui s'en vient autour. Et moi, pour te dire, les écouteurs, des fois, je les mets. Moi, c'est un symbole, c'est un rituel. Quand je mets mes écouteurs, je mets une petite musique d'ambiance, je commence à travailler. Des fois, j'oublie de mettre la musique, mais pour moi, quand je mets mon casque, c'est comme un rituel pour dire que je commence à travailler. Alors, ceux qui ont des écouteurs bouchons, c'est la même chose. Je vois beaucoup de gens qui ont des écouteurs bouchons, mais on dirait que le fait de mettre un casque physique, ça me force. Un casque sur les oreilles, gros, ça me met dans un bon état d'esprit pour travailler. Mon prochain objectif, c'est de trouver pas un historien, mais un psychologue des technologies, je ne sais pas quoi, pour savoir pourquoi les écouteurs sont quelque chose d'aussi important dans le secteur des technos. Parce que tu sais, les Kickstarter d'écouteurs, il y en a tout le temps, et des casques d'écoute. Et ça a toujours un certain succès que je ne m'explique pas. Donc, ce sera une autre conversation pour une autre tantôt, parce que là, c'est la fin, n'est-ce pas? C'est la fin ici. On va remercier nos partenaires Microsoft, TELUS et Jura, GoDaddy.ca, le groupe C23 qui distribue notre podcast, le groupe Cogeco. Bonjour à ceux qui découvrent le podcast grâce au groupe Cogeco, le groupe C23. Claude Hébert, la mise en onde. Alain McKenna, on peut te lire un peu partout dans Le Devoir, mais on peut me lire sur pascalforgette.com. Je pense être venu à bout de mes pépins qui faisaient que mon site plantait régulièrement. Il fallait que je le partage des amateurs de technologie. J'ai augmenté la taille de la machine virtuelle qui l'héberge. So far, so good. Si quelqu'un a des pistes plus concrètes sur l'hébergement des sites WordPress et des pépins qui peuvent aller dans mon site, je suis ouvert. Appel à tous. Entre-temps, on vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de semaine. Et n'hésitez pas, si vous voulez voir nos archives, on est sur toutes les plateformes de balado, on est sur YouTube, sur Facebook, nous sommes faciles à trouver, n'hésitez pas. Sinon, on se revoit la semaine prochaine pour une autre tasse de tech. Salut tout le monde! Salut!